Bienvenue dans Jobmakers, le podcast de Lyon Business School dédié à l'employabilité et au premier choix de carrière des étudiants. À travers des formats courts et accessibles, Jobmakers propose une alternative aux conférences traditionnelles en donnant la parole à des professionnels pour décrypter leur métier, leur parcours et les réalités du recrutement. Un format court à emporter partout et accessible à toute la communauté étudiante. Dans cet épisode, nous nous intéressons au secteur du conseil, un secteur stratégique pour EM Lyon qui représente plus de 30% des premiers emplois occupés par ses diplômés. Pour en parler, nous accueillons Maxime Martin, diplômé du programme Grande École, promotion 2012, et aujourd'hui Managing Director chez SIA. L'épisode explore le quotidien de consultants, les qualités et les compétences clés, les parcours de carrière, de consultant à partenaire, l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier, ainsi que les processus de recrutement et des conseils pour se démarquer. Cet épisode est animé par Quentin Thivillier, responsable des relations employeurs au sein du Career Center de Lyon Business School. Un échange pensé pour aider les étudiants à mieux comprendre le secteur du conseil et à se projeter concrètement dans une carrière exigeante et évolutive. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Jobmakers. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous accueillons Maxime Martin, alumnus du programme Grande École de EM Lyon. Diplômé en 2012, tu intègres directement après tes études un cabinet de conseil en devenant consultant chez Wavestone à Paris. Tu y restes 2 ans et demi avant de rejoindre SIA à Lyon en tant que consultant, où tu gravis progressivement les échelons pour devenir 9 ans plus tard Managing Director, toujours à Lyon. Bienvenue Maxime. Merci, je suis ravi d'être là Quentin. Merci de nous accorder un peu de ton temps pour ce podcast. Avant de parler de ton poste actuel, j'aimerais commencer par une data. Globalement, entre 30 et 40% de nos étudiants commencent leur carrière dans le secteur du conseil. Toi qui commences à bien le connaître, comment tu l'expliques cette telle attractivité du conseil à l'EM Lyon ? Alors c'est vrai que le conseil a toujours attiré nombre de diplômés de l'EM, hier beaucoup, aujourd'hui aussi. Je pense que la première chose que je citerai, c'est le côté formateur du métier de consultant et la variété des missions. Nombre d'étudiants savent pas exactement vers quelle industrie s'orienter, et l'industrie du conseil offre une variété de missions, de secteurs qui attirent nombre d'étudiants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense, c'est côté demande. En fait, les cabinets sont sans cesse à la recherche de nouveaux talents pour les rejoindre. Et donc, il y a un fort besoin de recrutement de la part de ce secteur qui est en croissance depuis plusieurs décennies maintenant et en forte croissance continue. Si on fait un focus sur SIA, il y a à peu près 150 diplômés de l'EM dans nos effectifs à date. Beaucoup plus si on compte les alumni de SIA. Et du coup, ça fait pas mal d'opportunités pour les étudiants d'échanger avec des consultants SIA. Et donc ça aussi, ça renforce en fait l'attractivité du cabinet et donc du conseil, puisque les jeunes diplômés qui ont intégré SIA parlent aux étudiants, leur disent rejoignez-nous chez SIA, et donc voilà, ça fait boule de neige. Voilà, donc tout ceci explique, je pense, l'attractivité du conseil. On va revenir justement sur SIA et sur ton poste. Donc comme je le mentionnais, tu es aujourd'hui Managing Director chez SIA. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle et du coup effectivement faire le parallèle avec le groupe SIA? Oui, alors chez SIA, un Managing Director, reste d'abord et avant tout un consultant. Donc à ce titre, en tant que directeur, je pilote des missions, j'interviens chez les clients, je délivre des prestations de conseil pour mes clients, comme un consultant junior qui viendrait nous rejoindre après avoir été diplômé de l'EM par exemple. À côté de ça, j'ai un rôle de people management, d'encadrement des équipes, en mission d'une part, mais aussi hors mission sur des travaux internes. Par exemple, de création d'offres, ce qu'on appelle nous d'IP, de propriété intellectuelle quelque part. Et puis, j'ai aussi un rôle de business development, bien sûr, qui est fort. Donc, c'est-à-dire faire rayonner SIA pour pouvoir vendre des prestations d'accompagnement à nos clients. Bien sûr, je l'expliquerai peut-être un peu plus tard dans le podcast, mais plus on gravit des échelons chez SIA, mais c'est la même chose dans d'autres cabinets, plus l'impact commercial qu'on doit avoir doit être fort. Il faut du coup avoir cette appétence-là pour le commercial si on veut évoluer.
Je pense c'est une des clés, mais c'est pas la seule. Par exemple, chez SIA, il y a deux voies principales d'évolution dans le cabinet. Il y a une voie donc plutôt orientée sur cet aspect commerciaux, et puis il y a une voie plutôt sur les aspects d'expertise. On peut aussi décider de développer une expertise forte. Par exemple, j'ai un de mes collègues qui est expert sur les sujets smart grid au niveau mondial, c'est une référence, et donc ça lui permet aussi d'intervenir sur son sujet de prédilection en expertise sur plein d'acteurs, sur plein de géographies, toujours sur son sujet d'expertise. Okay. Si on veut parler un peu de SIA, donc SIA, on a à peu près 25 ans d'expérience et d'existence. On est aujourd'hui un peu plus de 3000 collaborateurs. On est un cabinet d'origine française, donc on a 1500, la moitié de nos collaborateurs qui sont basés en France. Et comme je suis directeur bureau de Lyon, j'aime bien parler du bureau de Lyon, donc on est un peu plus de 100 à Lyon. Donc on a un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et organisationnelle, et on est un cabinet multispécialiste. Alors ça c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les jeunes diplômés qui nous rejoignent, ils vont intégrer une BU et ils vont commencer à se spécialiser, soit sur une BU sectorielle. Donc un secteur, ça peut être par exemple banque, énergie, transport, industrie, pour en citer quelques-uns, soit sur une fonction. Donc par exemple les ressources humaines, la finance, les achats, la cybersécurité, la data science, voilà, pour citer ces deux derniers qui sont assez à la mode et qu'on le vend en poupe. Ok, c'est intéressant. Donc, ce qui veut dire que pour les jeunes étudiants, le premier emploi, c'est soit tu te spécialises par secteur, soit par typologie de compétences ou de métier, en tout cas. Oui, c'est à peu près ça, sachant que si par exemple on décide de se spécialiser en ressources humaines, par exemple, on va intervenir dans tous les secteurs de l'économie. À l'inverse, si on décide de spécialiser en banque, donc du coup plutôt sur un secteur, en banque, on va du coup intervenir sur tous les métiers de la banque de détail, sur la partie boursière, voilà, sur l'ensemble des activités d'une banque. Ok, et ça, que ce soit à Lyon ou à Paris, le fonctionnement c'est le même? Oui, le fonctionnement est le même partout. Quelles que soient les géographies de SIA. Alors, j'ai pas parlé de nos empreintes géographiques, j'ai parlé un petit peu de la France, mais on est présent dans plus de 25 pays aujourd'hui, avec une quarantaine de bureaux. On a une grosse présence en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, avec une dizaine de bureaux. Les États-Unis qui sont en passe de devenir par l'activité aussi important que la France, qui est le berceau de SIA. Mais on est aussi très présent dans nombre de pays d'Europe, beaucoup au Moyen-Orient, en Australie, au Japon, à Hong Kong, à Singapour. Donc voilà, on a une présence assez diverse et assez bien répartie géographiquement. Ok, très clair. Pour les étudiants qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de projet marquant pour qu'ils puissent effectivement bien visualiser les métiers de consultant? Alors, les métiers de consultant, quasiment post-diplôme, tu as commencé effectivement à me parler des différences entre quand tu es managing director et consultant junior. Quand tu es consultant junior, c'est quoi une mission un peu type chez un client? En tout cas, les responsabilités que tu peux avoir. Déjà, il y a plusieurs manières d'intervenir chez nos clients. Donc, on fait des missions forfaitaires, on va dire. Donc, souvent, c'est des missions d'études. Donc, par exemple, ça peut être la production d'un benchmark sur l'utilisation du véhicule électrique en Europe. Un benchmark qu'on peut faire, par exemple, pour un constructeur ou pour un industriel du secteur de la recharge, par exemple. Donc ça, c'est un exemple de mission sur lequel on peut intervenir dès le grade de junior. Alors souvent, quand on fait une étude, on a un dispositif avec plusieurs consultants. Donc il n'y aura pas qu'un junior, il y aura aussi un encadrement avec un manager, peut-être un senior également pour compléter le dispositif. Donc ça, c'est un premier type de mission. Deuxième type de mission, c'est des missions plutôt, on va dire, en régie, sur lesquelles on va intervenir chez nos clients dans un temps un peu plus long que les missions d'études, souvent. Et ça va être plutôt pour faire, par exemple, du pilotage de projets, donc des projets de transformation. Donc ça peut être, pour donner un exemple, un déploiement d'un outil CRM, par exemple. Et donc ça va être une mission où on va d'abord aider notre client à choisir l'outil. On va aider notre client à choisir un intégrateur, par exemple une entreprise de services numériques, une ESN qui va le paramétrer.
On va aider les métiers à spécifier leurs besoins, puis on va piloter le projet. Donc ça sur des fonctions de PMO, Program Management, et donc on va du coup toucher à toutes les étapes de ces projets-là, de la sélection des outils à la mise en œuvre et au delivery de ces solutions. Voilà 2 grands exemples de missions. Okay. Plutôt une mission forfaitaire avec le benchmark que j'ai donné, okay. Et une mission plutôt en régie comme l'aide au choix et le déploiement d'un CRM. Ok. Donc ça, c'est globalement quand on intègre SIA. Et après, c'est quoi les grandes étapes d'évolution? Est-ce qu'il y a des échelons un peu fixes en termes d'années, en termes d'expérience? Comment ça se passe? Alors, comme tout cabinet de conseil, on a un fonctionnement hiérarchique avec des passages de grade. Donc nous, c'est assez classique chez SIA. Donc on peut arriver soit en stage de fin d'études. Donc nous, on recrute beaucoup de diplômés de l'EM en stage de fin d'études. On a avec un gros taux de transformation, je crois, qui est de plus de 90% des personnes qui sont en stage chez nous qui ensuite passent en CDI et deviennent consultants juniors. Donc nous, on dit associé de consultant chez nous. Associé de consultant, on l'est pendant 1 an, généralement. D'accord. Et ensuite, on passe consultant confirmé entre 1 et 4 ans, consultant senior entre 1 et 2 ans. Ensuite, donc là, on est plutôt là, ce qui va compter sur ces premières années que je viens de citer, c'est plutôt la qualité du delivery de ce qu'on va réussir à faire en mission. Ensuite, on va passer engagement manager ou associate manager. Donc, c'est l'antichambre du management où on va commencer à encadrer des consultants. Ensuite, il y a le grade de manager qui est la suite. Et là, à partir du grade de manager, il y a plus de durée estimative, c'est-à-dire qu'on peut rester manager pendant 10 ans. Là, ce qui compte, ça va être l'encadrement, qui va être en plus des premières compétences que je citais sur la qualité du delivery. Et ensuite, donc comme je le disais un peu plus tôt dans le podcast, on a 2 voies chez SIA, une voie plutôt orientée business développement. Donc les managers vont devenir senior managers, ou une voie plutôt sur l'expertise. Je vais développer mon expertise. Et donc là, on va être sur une senior engagement manager. Et ces 2 voies continuent de se poursuivre. Après senior manager, on a managing director, donc qui est mon grade actuel. D'accord. Ensuite, on a associate partner et partner. Et il y en a un pendant côté expertise. Après senior engagement manager, on a engagement director. Notamment. Voilà. Ok. Et c'est sur ces niveaux-là que tu commences, toi en tant qu'individu, à aussi investir de l'argent dans SIA, à partir du moment où tu es partenaire, ou c'est même un peu avant? Ou c'est même pas forcément obligatoire? Parce que je sais que dans certains cabinets, effectivement, à partir d'une certaine seniorité, tu commences à investir effectivement de l'argent dans l'entreprise, dans le cabinet. Est-ce que c'est le cas aussi pour Oui, alors pour cette SIA? possibilité est offerte à partir de ces grades-là chez SIA, effectivement. Mais c'est facultatif, c'est sur le bon vouloir des personnes qui atteignent ces grades-là. Ok, très clair. Avant de passer à tes conseils en termes de recrutement, j'aimerais juste qu'on parle d'un dernier sujet actuel qui est l'impact de l'IA. On voit différentes choses qui se passent, que ce soit en France, à l'international, sur effectivement l'impact de l'IA sur le métier de consultant. Est-ce que toi qui l'utilises et toi qui le vois tous les jours, tu peux nous en dire un peu plus sur comment l'IA a impacté ton métier, soit peut-être au niveau global, mais surtout aussi au niveau opérationnel? Est-ce que déjà il y a un impact? Alors oui, l'impact est immense et pour moi, il a 2 natures qui sont intéressantes. La première, ça a trait à la transformation du métier de consultant. Donc chez SIA, on dit que les consultants sont augmentés par l'IA. Et donc là, quand je parle de ce premier aspect, c'est comment le consultant maîtrisant des outils d'IA est capable d'apporter un conseil amplifié, augmenté à son client, de maîtriser ces technologies-là pour délivrer un conseil encore plus à valeur ajoutée qu'avant l'avènement de l'IA. Donc ça, c'est le premier aspect. Et chez SIA, on est très actif sur ce sujet-là. On est formé en interne à l'utilisation des outils, au développement d'agents notamment. On forme l'ensemble de nos collaborateurs au développement d'agents, même ceux qui n'ont pas une formation initiale en data science, par exemple. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est comment, en tant que consultant, on va accompagner nos clients à l'IA.
Parce que tu as une demande forte côté client sur ce sujet. Exactement. Et donc là, alors c'est un point important que j'ai pas encore cité, mais merci Quentin de me donner la parole à ce sujet. Chez SIA, on est early adopter et early maker, pour reprendre la devise de l'EM. On est early maker de l'IA, c'est-à-dire qu'on a très tôt, et sans doute avant certains de nos concurrents, investi ce champ de l'IA. Ouais. Aujourd'hui, sur les 3000 salariés de SIA, il y en a 400 qui sont data scientists. Donc, on recrute énormément de data scientists. Donc, beaucoup en école d'ingénieurs, un petit peu moins dans les écoles de commerce, mais c'est en train de changer puisque les écoles de commerce, dont l'EM, travaillent sur des programmes pour développer ces compétences-là. Et donc, on va accompagner nos clients dans leur transformation interne en lien avec l'IA. Ok. Grâce à ces compétences-là. Et la force de notre modèle aujourd'hui, c'est d'allier nos compétences data science, donc avec nos 400 data scientists, avec nos consultants, j'ai envie de dire un peu plus historiques, connaissant des secteurs ou des fonctions, pour faire des missions combinées où on apporte de l'expertise en énergie, par exemple, avec un profil data science, et ensemble délivrer plus de valeur à nos clients sur des sujets qu'ils attendent en matière d'IA. Ok, super. On va passer, si tu veux bien, au volet recrutement. Pour les étudiants qui nous écoutent, qui aimeraient rejoindre le groupe SIA, est-ce que tu peux nous donner effectivement quelques informations sur déjà le process, peut-être, en termes de RH, et surtout s'il y a des typologies de contrats, ou en tout cas un timing idéal pour rejoindre SIA? Alors, je vais prendre les questions dans le désordre. Le timing, on recrute toute l'année. D'accord. Voilà. Alors, en fonction, on recrute beaucoup écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, dont les étudiants recherchent pas exactement au même moment, ce qui permet aussi d'étaler les arrivées. Mais globalement, il y a quand même des grosses arrivées en septembre, grosses arrivées en janvier et dans une moindre mesure au printemps, en mars-avril. Comme le podcast s'adresse plutôt à des étudiants, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que nous, on recrute en stage de fin d'études ou en CDI, après un stage de fin d'études réalisé ailleurs. Alors, ça les intéresse un peu moins, mais on recrute aussi après pour des personnes qui ont 1 an, 2 ans, voire plus d'années d'expérience. Et voilà, donc il faut retenir ça. Stage de fin d'études ou directement en CDI, le stage de fin d'études n'étant pas obligatoirement fait chez SIA. Peut-être que c'est important aussi de rappeler que l'alternance, pour ceux qui nous écoutent, est encore très peu présente dans les cabinets de conseil, parce qu'on propose aussi l'alternance en dernière année. C'est pas la voie idéale, effectivement, pour rejoindre des cabinets de conseil. C'est surtout des stages énormément de fin d'études. Alors c'est encore les stages sont encore majoritaires de manière écrasante, je pense. Sur l'ensemble des cabinets, d'ailleurs. Oui, je pense effectivement. Si on parle du processus maintenant, qui était ta première question, du coup, il y a une petite différence. Si on postule en stage de fin d'études, on va faire 3 entretiens, alors que si on postule en CDI, il y en a 4. Les 3 entretiens communs, c'est un entretien RH sur le parcours et les motivations du candidat. Okay. Et là, une des choses qu'on va tester, c'est la connaissance du candidat sur SIA. Est-ce qu'il s'est renseigné, notamment sur le cabinet. Ensuite, il y a un entretien avec un consultant où on va réaliser un business case. Donc le business case, c'est un exercice typique au secteur du conseil qui est travaillé d'ailleurs à l'EM Lyon dans les cours de préparation au recrutement au conseil, dans lequel je suis déjà intervenu auprès de Jean-Baptiste Vaujour et Manon Spic notamment, et dont je fais un petit peu la pub au passage. Et puis enfin, il y a un entretien avec un directeur. Là, ça va être plutôt un entretien de fit entre la personnalité du candidat et le directeur, pour voir si le directeur projette ce profil-là dans ses équipes. Okay. Voilà. Donc ça, c'est les 3 entretiens communs, stage de fin d'études, CDI. Et si jamais on postule en CDI, il y a un 4e entretien intermédiaire qui vient juste avant celui avec le directeur, qui est avec un manager, et où là, on va tester les connaissances sectorielles ou fonctionnelles du candidat. C'est-à-dire, s'il postule dans la BU RH, on va vérifier qu'il a quelques compétences RH. S'il postule dans notre BU IA, de la même manière, on va tester ça. D'accord. Parce qu'on va attendre qu'il ait fait des choses dans ses stages précédents qui justifient le fait qu'il rejoigne directement SIA sans faire de stage de fin d'études. Ok. Une dernière question par rapport à ce que tu viens de dire. Sur la partie parcours,
Alors, j'imagine qu'il n'y a peut-être pas de parcours idéal. En revanche, quand toi, tu recrutes un étudiant pour qu'il rejoigne SIA, est-ce que tu as des compétences sur lesquelles tu aimes bien t'appuyer chez un candidat, ou en tout cas qui sont importantes d'avoir? Alors, c'est beaucoup en fait des soft skills. D'accord. C'est-à-dire, nous, on essaie de déceler la curiosité, l'envie d'apprendre des candidats. On va beaucoup insister sur le relationnel, la manière de communiquer du candidat, la manière dont il arrive à vulgariser ses expériences, ses stages, à expliquer son parcours de manière pédagogique, etc. Parce qu'en fait, toutes ces compétences que je suis en train de citer, quelque part, elles sont clés dans le métier de consultant. Donc, des échanges oraux dans le cadre de processus de recrutement, ils nous permettent bien de tester ces soft skills-là. Donc ça, on les évalue pleinement. Ok. Après, bien sûr, on a parlé d'IA un peu avant. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, c'est des compétences qui sont recherchées, notamment chez SIA. Donc, d'avoir fait des choses en matière d'IA et de savoir en parler, de les mettre en avant, je pense que c'est aussi un conseil que je peux donner aux futurs candidats. D'accord. Mais tu insistes quand même beaucoup sur les soft skills en priorité quand même. Oui. Ok. Je vois le temps qui passe. Dernière question. On a parlé effectivement des choses importantes. Est-ce qu'en revanche, il y a des choses rédhibitoires, en tout cas que tu n'aimes pas voir, que tu vois encore trop souvent dans la posture de nos candidats, dans la posture, je sais pas, pendant les process de recrutement qui sont quasiment rédhibitoires? Alors, le marché du conseil, c'est un marché hyper concurrentiel. Oui. On le voit lors du Career Forum de l'EM Lyon, notamment avec le nombre important de stands et de cabinets représentés. Donc, une des tendances que j'ai observées de certains candidats, c'est de se dire, bon, il y a beaucoup d'acteurs du conseil, je vais postuler un peu tout azimut, et puis on verra où est-ce que je suis retenu en entretien. Donc ça, pourquoi pas. Mais je vois beaucoup trop de candidats qui viennent ensuite un peu les mains dans les poches, sans s'être renseignés sur le cabinet. Et donc, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est le rôle notamment de nos RH de filtrer ces candidats, mais que nous, ça peut être rédhibitoire si on n'a pas pris 5 minutes pour aller sur le site internet de SIA pour se renseigner, ça peut être éliminatoire. D'accord, donc bien se renseigner finalement en amont sur le groupe, les valeurs. Oui. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est un conseil aussi que je donne aux futurs candidats qui nous écoutent. C'est que un process de recrutement, c'est aussi une première impression qu'on va faire lors des 3 ou 4 entretiens qu'on va faire chez SIA. Donc c'est important de soigner cette première impression je pense notamment à la posture, au langage, voilà. Donc il faut essayer d'être un professionnel, hein. C'est une première impression dans le monde du travail quelque part. On cherche un CDI, donc voilà, il y a c'est pareil, j'ai observé des fois des postures qui n'étaient pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on attend d'un étudiant qui cherche un job. Ok, super. Pour le mot de la fin, j'avais une question sur, avec l'expérience maintenant que tu as emmagasiné depuis plusieurs années, c'est quoi selon toi les grandes opportunités de carrière pour un consultant aujourd'hui? Alors tu as commencé à en parler sur la partie IA. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois arriver, que ce soit en France ou même peut-être à l'international? Tu parlais aussi de l'importance du marché US. Pour un étudiant qui nous écoute, effectivement, est-ce que tu as, toi, décelé effectivement des grandes opportunités en ce sens-là? Oui. Alors, dans un cabinet comme SIA, mais il y en a d'autres qui proposent des choses intéressantes aussi, le fait qu'on ait une grosse empreinte internationale permet de projeter des carrières variées avec des mobilités géographiques. Ça, c'est le premier point. Moi, j'ai l'exemple de plusieurs consultants au bureau de Lyon qui ont fait 3 ou 4 bureaux SIA avant d'arriver à Lyon. Donc ça, c'est le premier aspect. Si on parle purement carrière, les carrières en cabinet de conseil, généralement, elles sont dynamiques. C'est-à-dire qu'on a parlé d'évolution hiérarchique plutôt dans le podcast. Souvent, c'est voilà, on passe à ce dégrade en 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on a une progression hiérarchique et une carrière qui peut être très dynamique en restant dans un cabinet de conseil. Et quand on prolonge son expérience dans un cabinet de conseil, on va développer une expertise aussi. Donc il y a aussi cette voie-là, cette voie de carrière, c'est grâce à la variété des missions qu'on accomplit, développer une expertise qui ensuite a une vraie valeur pour la société en général. Ok, super.
Eh bien écoute, merci beaucoup Maxime. Merci Quentin, merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour le podcast Jobmakers. À très bientôt. À très vite. Et puis nous, on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode sur un nouveau métier pour Jobmakers. Merci Quentin.